j'ai invité mon sparring partner, Vincent Van Degens, pour discuter du futur des médias. Alors Vincent, je vais te présenter, mais tu me reprends si tu veux ajouter quelque chose. Tu es un entrepreneur touche à tout, mais plutôt expertise SEO, édition de site, e-commerce et forcément pas mal IA et automatisation en ce moment. Tu es le cofondateur d'une plateforme de notification push, que certains d'entre vous, à mon avis, connaissent déjà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ton CV? Ouf, la liste est longue, mais j'ai fait plein de boîtes. Effectivement, j'ai un gros parcours dans le SEO et ça va être un sujet de fond aujourd'hui, je pense quand même. Mhm. Parce que la moitié de la planète dit c'est fini, l'autre moitié dit mais non, tout va bien. Donc ça me passionne. Ça fait longtemps que j'avais envie de lancer un média et donc on est en discussion avec Ronan depuis très longtemps. On cherche différents axes et dans un monde qui évolue en permanence, c'est loin d'être simple. Donc ça va être chouette. On va bien s'amuser aujourd'hui. On va parler de tout ça, de tous ces problèmes, de toutes ces tendances. Mhm. Ça va être vraiment sympa. Super. Donc l'idée, c'est vraiment toutes les personnes connectées, vous devez intervenir à tout moment. Alors je vais essayer de checker vos messages en même temps, mais n'hésitez pas à réécrire vos questions. Si j'en zappe, on essaiera d'y répondre après le live. Le sujet du jour, c'est la prédiction des IA sur le futur des médias. Je passe beaucoup de temps à évoquer ce sujet qui me passionne avec mes invités sur le podcast. Et il me semblait intéressant d'avoir l'avis des différentes IA. Donc, comment j'ai fait? J'ai utilisé le même prompt sur ChatGPT, Claude et Perplexity en demandant des prédictions. Alors, j'avertis qui sont clivantes à court, moyen et long terme. Et ensuite, j'ai utilisé une astuce qui consiste à rendre les IA jalouses entre elles. Donc, par exemple, j'ai indiqué à ChatGPT, ouais, pas mal, mais bon, Claude, il a sorti quand même des meilleures prédictions. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais je me suis bien amusé à créer cet article. Et ensuite, j'ai tout trié. Au début, je l'avais mis sur un Google Doc que j'ai partagé sur LinkedIn, mais ensuite, je l'ai mis au propre sur mediamoula.com. Vous pouvez le voir ici. Donc, aujourd'hui, on passe en revue ces prédictions avec Vincent. On les commente pour identifier celles qui vont relever plus du fantasme, celles qui tiennent plus ou moins la route, selon nous, et surtout ce que vous pouvez en tirer pour vos médias, pour le futur de vos médias. On voit que, comme je l'ai indiqué, l'IA, il rabat la carte pour les médias digitaux, et comme l'a expliqué Vincent, beaucoup paniquent, beaucoup se disent mon Dieu, c'est la fin du clic, du trafic sur mon site, etc. Et en même temps, nous, on trouve qu'il y a plein d'opportunités de créer des nouveaux types de médias. Donc c'est un peu naviguer comment dire, cette époque qui est compliquée mais passionnante. Et en bonus de ce premier live, si on a le temps, on a prévu 1h30, donc on verra comment ça se passe. Il y a un autre sujet qu'on aimerait bien évoquer avec Vincent. C'est une tendance de plus en plus forte qui consiste aux marques, qui consiste au fait que les marques et les e-commerçants se transforment en médias, notamment en utilisant des plateformes comme Substack. Vincent est d'ailleurs en train de tester cette stratégie pour un de tes e-com. Donc, Ouais, tout à fait. si on a le temps, peut-être sujet du prochain live, mais ça pourrait être intéressant aussi. Donc, c'est parti. On va rebondir sur les prédictions. On commence par le court terme. Donc, ce qui nous attend là sur les 12 prochains mois. Prédiction numéro 1, les AI First Publishers vont émerger. De nouveaux acteurs vont assumer à 100% une production d'OP à l'IA, texte, visuel, script, voix, avec un branding minimal, un volume maximal. Le choc ne viendra pas de la qualité, mais de leurs revenus générés en SEO grâce à des sites ultra opérationnels avec des niches monétisables oubliées par les grands groupes. Bon, toi, l'expert SEO, qu'est-ce que tu... Ouais, il a un peu tout mélangé, c'est assez drôle Ouais. parce que du coup, il a pas du tout compris que lancer un média full IA qui rank en SEO, bon, il y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Alors, on va pas généraliser, on a vu des mecs qui y arrivent. Il y a encore de la programmatique SEO qui fonctionne, hein, donc des vieilles combinaisons à l'ancienne de texte à trous et autres, ça fonctionne encore dans certaines niches. En revanche, bon voilà, sur les trucs un tout petit peu concurrentiels, Hmm. à part les mecs qui sont vraiment ultra calés dans le prompting et qui ont des workflows de fou,
qui combine des tonnes d'IA différentes et qui revoit systématiquement les textes générés par l'IA par une autre IA et ainsi de suite, qui ont même une retouche humaine. Les autres, ils n'y arrivent pas du tout. Moi, personnellement, j'ai pas encore vu un vrai média digne de ce nom, je veux dire, qui génère au moins 1000 visites par jour et qui soit édité full IA en texte pur. Je parle vraiment juste du SEO. Euh, j'ai j'ai pas encore vu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Donc bon. En revanche, si on est plus généraliste que ce que lui il a voulu dire avec le SEO, des first publisher AI, là il y en a beaucoup. Sur YouTube, sur TikTok, là il n'y a pas de limite. Pour l'instant, en tout cas, ces plateformes-là, elles n'ont pas du tout limité le reach des générations AI. Certaines plateformes ont juste demandé la mention que ça a été fait par l'IA pour pas tromper l'utilisateur. Il y a des tonnes de comptes qui ont scalé à une vitesse incroyable sur des thématiques complètement random avec que de l'IA, avec des avatars IA, avec des voix IA, avec tout le script full automatisé. Enfin, il y en a plein, il suffit d'aller sur TikTok, de chercher n'importe quelle thématique. Moi, je suis dans la thématique, par exemple, des enfants. J'ai eu le malheur de taper bébé sur TikTok et je me suis pris une shitstorm de bébés faits par l'IA, de petites vidéos qui durent 3 secondes et où le bébé gazouille. Alors, c'est très amusant. Ça sert à rien, enfin, comme pas mal de contenu TikTok, mais ça marche. Il y a un engagement de dingue. Et donc on y est. On y est complètement. Sur cette prédiction, effectivement, il a un peu tout, il a un peu tout mélangé. J'y crois à 200% effectivement, sauf pour la partie SEO. Je pense que ce sont au contraire des marques médias qui vont émerger et qui vont prendre le dessus, surtout en B2B. Par exemple, tu vois, tu vas recevoir ton brief quotidien de l'industrie fintech. Si tu es un CTO dans la fintech ou peu importe, un CMO dans la fintech. Et ce brief quotidien, il va évoluer par rapport à tes attentes, par rapport à peut-être tu viens de choper une nouvelle position dans la boîte ou tu viens changer de boîte, etc. Il va s'adapter, il va s'affiner au fur et à mesure pour vraiment répondre à tes problématiques actuelles. Donc là, je pense que c'est intéressant de voir ça. Et effectivement, il y en a énormément déjà qui sont en train d'émerger et de cartonner. Alors, on pourrait plus dire que c'est créateur de contenu, mais on le verra plus tard, tout ce qui est créateur de contenu et médias. Maintenant, les frontières, quand même, ont tendance à s'effacer. Même, tu vois, il y a encore quelques mois, il y a 3 mois, je me disais, mais non, personne va faire confiance à un avatar IA pour aller choper de l'information et tout. Et puis finalement, je me suis revu il y a 10 ans. Si tu me disais, est-ce que tu ferais confiance à des youtubeurs pour t'informer sur l'actu? Et aujourd'hui, regarde Hugo Décrypte, qui est suivi par des millions de personnes et qui cartonne. Et tu vois, tu nous aurais dit ça il y a 10 ans. Remballe ta prédiction, ça sert à rien. Donc je pense que les avatars IA en B2B, d'ailleurs, je me disais, ça serait intéressant de créer un studio de création d'avatars IA B2B pour informer les professionnels. Et tu vois, mais je pense que dans 1 an, 2 ans, tu auras effectivement des avatars qui vont t'informer sur des industries super précises et tout le monde s'en fout en fait si c'est Ronan ou Vincent et si c'est une vraie personne derrière. Ouais, Du moment que l'info elle sera canon et elle sera bien packagée, elle sera intéressante, elle te permettra d'être meilleur dans ton job. Ouais, à mon avis. D'ailleurs, Google l'a compris avec Notebook LM qui te fait déjà la converse podcast entre les deux intervenants basé sur les contenus scrappés à gauche à droite, où il a tout mis ensemble et il t'a fait une petite analyse. Bon, voilà, ils l'ont vraiment bien compris. Ouais. Et du coup, je voulais juste rebondir sur un point qui me paraît essentiel parce que tu parlais de B2B et tu as vraiment raison. Le B2B a encore énormément de potentiel en termes de médias. Qui est complètement inexploité. Et là, je me demande s'il n'y a pas une tendance qui va naître où on va capturer plus d'infos dans le côté pro. Si tu veux, aujourd'hui, tu as des journalistes, ils sont dans la rue, ils font des micro-trottoirs, ils discutent avec les gens et ils capturent de l'info comme ça. Ça n'existe pas dans les entreprises. Alors qu'en fait, ça pourrait tout à fait exister. Tu pourrais avoir un mec dans l'entreprise qui se balade, qui discute à la machine à café, qui, qui papote avec les gens de manière informelle, dans les couloirs et ainsi de suite. On remonte toute cette info dans une IA, et puis après l'IA en fait
un média qui pourrait être fermé, peut-être, tu Un vois, média interne, tu veux dire, pour la boîte? interne, qui circule sur l'intranet à l'ancienne, ou alors éventuellement, avec peut-être certaines barrières et limitations, un média externe, de façon à montrer ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, enfin avec Ouais, les deux, avec le jeu de ouais, mots bien sur sûr. la boîte. Ouais, super intéressant. Je pense que ça existe déjà, mais c'est très chronophage, quoi. Il doit y avoir des copywriters en interne dans des grosses boîtes qui, tu vois, vont Ouais, choper les de mecs dans la l'information, com. mais tu dois te poser avec le mec, tu vois, faire l'interview, tu dois la retranscrire, etc. C'est vrai qu'avec l'IA aujourd'hui, je pense que tu peux vraiment simplifier Mais tous c'est ces pas process. authentique. Ces Mm. discussions-là, elles sont pas authentiques. C'est le type de la com qui descend, qui prend le type qui fait la photo, l'autre qui prend les notes et il pose des questions en mode interview. On s'assied dans un joli fauteuil. Je crois qu'il va y avoir une autre tendance où on va capturer de la donnée et de l'expérience sur le lieu de travail. Mm. Et avec ça, après, la remonter dans l'IA, peut-être la filtrer et être plus authentique vis-à-vis de ses clients. Tendance numéro 2, il a quand même excusez-moi, le sens de la punchline, explosion des contenus inutiles, mais engageants. Mais engageants, j'aime beaucoup. Alors, encore une fois, il a un peu déraillé, mais les contenus utiles, guides comparatifs, etc., vont être cannibalisés par les IA. Les créateurs se tourneront alors vers le contenu inutile, mais difficile à copier. Opinion tranchée, expérience, confession, coulisses. Bref, du brut, du vrai, de l'imprévisible. Du coup, je rebondis vraiment sur l'interview que tu as fait avec Laurent Bourrelli il y a, je vais dire 2 semaines. C'est exactement ce qu'il disait. Donc en fait, le problème, c'est que l'IA est gratuite. C'est un raccourci, mais bon, disons ça. Par rapport à l'humain, l'IA est gratuite. Donc du coup, l'IA va générer tous ces trucs inutiles gratuitement, parce qu'en fait, les gens vont l'utiliser gratuitement, parce Hmm. qu'en fait, il n'y a pas vraiment de business model derrière ça. À part éventuellement mettre en avant une marque et espérer que dans un funnel long terme, il y ait quelque chose d'autre à vendre. Mais en tout cas, sur l'immédiateté de l'information, c'est trop facile à produire, c'est devenu une commodité à produire, et donc ça va être distribué gratuitement. C'est ce qu'on a vu finalement avec l'évolution de la presse gratuite, Hmm. c'est que le niveau de qualité s'est effondré au profit de la quantité. Donc en fait, on va de plus en plus vers des contenus inutiles mais engageants. Donc c'est l'histoire de mes bébés sur TikTok, c'est totalement inutile, mais ça me fait rire ou ça passe le temps ou ça m'apprend. Non, en fait, ça m'apprend rien. Hmm. Ouais, mais alors là, tu vois, si on challenge un peu, parce qu'il dit vers le contenu inutile, mais en même temps, opinion tranchée, expérience, confession, coulisses. Moi, je trouve ça Oui, super utile. Si c'est oui, si c'est bien fait. Alors, le problème, et c'est ce que j'avais noté, c'est que, en gros, je vois quand même beaucoup de médias qui se lancent en tant que médias polémiques, vraiment avec des opinions tranchées, mais c'est pas leur ligne édito, c'est juste du marketing et mm, c'est pour polariser les camps. Et c'est ouais. pour ensuite aller choper de l'abonnement, tu vois, des médias complotistes, des médias, et ils font ça, mais c'est uniquement en fait pour créer un fort sentiment d'appartenance, pour cliver. Et derrière, ils vont réussir à avoir des abonnements de méga fans parce que ah ouais, ils pensent exactement comme moi, etc. Donc si tu veux être clivant pour être clivant, pour moi c'est une stratégie quand même qui est risquée entre guillemets. Et ça m'interroge quand même pas mal sur le futur des médias justement. Oui, pour du contenu vrai, brut, imprévisible, pour reprendre la prédiction. Euh, mais encore une fois, tu vas produire du contenu et faire de ton marketing, enfin l'aspect clivant, juste ton marketing, et derrière, c'est parce que tu penses abonnement, parce que tu penses business model. Au niveau Je pense que c'est du court information, terme. Je ouais. pense que c'est du très court terme et tous ces médias se cherchent étant donné qu'ils sont dans un tourbillon et donc ils font des essais et Mm, c'est mal réalisé, je pense. C'est pas réalisé avec une stratégie mm, suffisamment aboutie, quoi. Mais comme tu disais, ici, la réponse de l'IA, elle est trop bizarre parce mm, qu'il mélange deux choses. C'est comme si son titre n'avait pas de lien immédiat avec ce qui est décrit en dessous. mhm, Moi, je suis un fervent croyant de la data de terrain, comme les opinions, l'expérience, et comme il le dit, les confessions, les coulisses, je trouve ça génial. Je vois pas du tout en quoi c'est inutile.
c'est niché, ça c'est sûr. C'est des anecdotes. C'est justement là où l'humain est fort comparé à Bien l'IA. sûr. Et c'est là où on va apporter des nouvelles données à l'IA pour l'alimenter. Je n'utiliserai pas du tout le mot Mmh. inutile. À ce stade, je vois pas vraiment où il voulait en venir. Ouais, je pense que c'était inutile dans le sens, ça t'aide à réaliser quelque chose de très concret. Parce que Mhm. quand on voit le contraire d'inutile, donc utile, il met les guides, les comparatifs, etc. Donc tu vois, c'est vraiment, ouais, j'ai un besoin immédiat, tu vois, je vais acheter mon aspirateur robot. Tout le reste pour l'IA, c'est pas utile. Mais justement, je voulais avoir ton avis parce que toi, tu as également un réseau d'édition de sites. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des beaux jours pour des sites type guide comparatif, un peu comme tous les affiliés qui nous écoutent, on a eu tendance à faire un peu en masse ces 10 dernières années, quoi. Tu te ranks un SEO sur quand tu vas meilleur aspirateur robot ou Ouais, bah ouais, moi j'étais dans ces SERP, hein, enfin, j'ai été dans ces SERP pendant 10-15 ans. Je pense que je vais mettre beaucoup de monde à dos, mais je vais dire que non, c'est vas-y. fini. Je veux dire que c'est terminé, ce truc-là. Déjà, pour moi, c'était terminé à partir du moment où je sais plus quelle société a commencé, enfin, ils sont deux, trois, a commencé à inonder les médias, les gros médias, genre Le Parisien, avec leurs guides et leurs comparatifs, et que Google a dit, moi, je privilégie ces acteurs-là. Ça ressemble plus à rien du tout, Hmm. à un gars qui a testé quoi que ce soit là-dedans. Euh, on a Alors, tous fait je des... vais, je me permets de t'interrompre Ouais, parce ouais. que j'ai reçu Mathieu Wolf, directeur du business développement chez Le Parisien, et il est fervent défenseur de sa rubrique shopping parce qu'il teste vraiment les produits. Donc, t'as choisi l'exemple, mais effectivement, tous les autres médias, généralement, c'est du contenu outsourcé. Bon, Ok, ouais. ok, mauvais Ouais. exemple. Non, mais je vois enfin, je comprends ton point, mais je tenais à le souligner parce que ça serait pas très correct de ma Non, ce part. serait pas très juste. Ouais. Je pensais que eux Hmm. aussi, je pensais que le Parisien aussi avait acheté chez le même fournisseur de données allemand là. Non, non, ils sont une équipe d'une dizaine de personnes et ils testent, Ok, ils autant pour testent. moi alors. Ok, ok. Alors là, c'est différent, tu vois, vraiment. Donc du coup, on est reparti alors dans l'expérience. Je change mon point de vue sur la chose. Alors, effectivement, si tu as le produit en main, tu fais ce que l'IA ne sait pas faire, Hmm. donc ça fait du sens. Et si tu connais un peu si tu connais un peu ton sujet, que t'es pas juste un journaliste, mais que tu t'es spécialisé là-dedans, alors je veux bien l'entendre. Hmm. Mais tous les gens qui ont fait, comme moi, hein, des MFA pour essayer de ranker sur meilleur poulailler, bon bah alors qu'on n'a pas de poule à la maison, c'est un peu n'importe Ouais. quoi. Et c'était une petite niche. Il y a Hmm. beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. En termes de SEO, c'est pas encore tout à fait fini, mais on s'en approche. Et en fait, bah, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert pour ça, parce que les gens cherchent toujours ça. Donc les gens cherchent toujours des infos, quel aspirateur acheter, quel poulailler, quel fer à repasser. C'est juste qu'ils le cherchent ailleurs maintenant. Hmm. Et donc ils vont le chercher sur YouTube, sur TikTok et autres. Donc ça existe toujours, on le fait juste différemment. Et c'était une question justement dans le chat de YouTube de Linkaway, donc Michael Marek, qui est également éditeur de site, lui sur les box mensuelles, et me demandait si on pense que le contenu texte a de l'avenir. Alors là, dans le cadre des guides et des comparatifs, moi, clairement, je vais plus sur ces sites. Même avant, j'utilisais vachement Wirecutter. Je lisais même pas leur avis de 4000 mots. Je regardais dans l'intro, le meilleur truc, c'est ça. Bim, je clique, j'achète. Maintenant, tu vois, je vais sur ChatGPT, je demande à faire des comparatifs, je me renseigne sur YouTube, etc. Tu vois. Bon, après, on vit dans notre bulle. Je sais pas, tu vois. Faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs, bien entendu, tes parents, ta copine, ton meilleur pote qui est pas dans la tech. Faut pas rester enfermé là-dedans, mais je pense clairement que mais je suis même si ton guide t'a vraiment testé le produit, etc. Franchement, aujourd'hui, moi, je pense que j'ai plus confiance dans mes propres recherches boostées à l'IA pour trouver le meilleur téléphone qui correspond à mon utilisation que aller lire même un guide sur des médias super respectés et respectables comme les numériques ou Frandroid, parce que j'ai plus envie de me taper des pavés. Je Je sais pas. pense qu'on peut dissocier l'usage. euh, que t'aies pas envie de lire le texte, ça c'est assez personnel. Il y a des gens qui aiment lire, il y en a qui aiment regarder des vidéos, il y en a qui aiment écouter de l'audio, il y en a qui veulent une synthèse.
C'est pour ça que c'est aussi difficile de répondre à toutes les intentions dans une seule et même page web. Et que d'ailleurs, on arrive un peu aux limites de ce modèle des pages web. Donc ça c'est une chose. La deuxième, c'est que malheureusement, je vais quand même te dire qu'il y a un biais énorme quand tu fais ta recherche dans ChatGPT ou n'importe quelle IA générative, puisque lui-même a été suralimenté de tous de tous ces fameux blogs et autres comparatifs qui ont été rédigés et dont on ne connaît pas nécessairement la qualité de la source. Il va faire confiance à des sites qui ont une autorité forte, mais pour autant, c'est pas pour ça que le journaliste qui avait rédigé l'article connaissait, Bien je sais sûr. pas, le casque Bose que tu voulais acheter. Hmm. Donc ça, c'est un problème. Quand on est sur des comparaisons de fiches techniques, tout va bien parce que c'est des éléments fournis par le constructeur. Donc effectivement, l'IA t'aide à savoir si c'est adapté ou pas à ton profil. Quand on est sur une vraie expérience de vie, pour moi, l'IA a tout autant de biais que le petit MFA qu'on lisait du blogueur du coin. Hmm. Mais je crois que il y aura toujours des types pour tricher. Parce que si tu fais de la vidéo YouTube, tu peux aussi faire semblant que tu as le produit ou pas vraiment l'avoir testé ou pas dans les détails ou ne pas t'y connaître spécialement. Ça reste un problème de fond. Quand on lit d'ailleurs les sondages sur la confiance des gens, le numéro un, c'est tes pairs. Donc tu demandes à tes amis ou à ta famille un produit qu'ils ont acheté et ce qu'ils en pensent. Et ça, c'est la raison numéro un pour laquelle tu as confiance dans une marque, un produit ou un modèle. Mais donc pour revenir à la question, Ouais. peut-être quand même, parce que donc sur le contenu texte, je crois qu'il faut différencier deux choses. Ta réponse était plutôt orientée sur le SEO. Mhm. Et en fait, bah, le contenu texte, il a toujours de la valeur, même dans un monde d'IA générative. Bien sûr. Je ne sais pas comment les IA génératives vont s'alimenter dans les années à venir. Aujourd'hui, elles s'alimentent en crawlant le web. Elles ont utilisé le common crawl et elles ont fait leur propre scrap. On commence à voir qu'elles ouvrent les interfaces pour pouvoir charger des flux, notamment au niveau e-commerce. Ils ouvrent pour pouvoir charger des flux de produits. Ça va arriver aussi avec les news. On va avoir des régies qui vont écrire directement dans un flux standardisé qui va respecter les formats standards et partir tout de suite vers l'IA. Pour les autres contenus, je ne sais pas encore, évidemment, rien n'est dessiné. Je reste convaincu que dans un premier temps, simplement économiser des ressources, parce que ça reste le problème numéro un de ces IA génératives, c'est les capacités de calcul et de stockage. On va encore utiliser le texte pendant un bout de temps, Hmm. et du texte formaté, structuré. Donc, oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça aussi que j'allais dire. Ils le font, les transcripts de vidéo, du coup, ils doivent faire que le transcript de l'audio, ce qui coûte beaucoup moins cher que d'analyser la vidéo. Déjà, il y a plein de SEO qui font ça en permanence pour générer des contenus. Donc, ils l'ont déjà fait, hein, ça a été annoncé qu'ils avaient déjà exporté énormément d'audio de beaucoup de vidéos et de podcasts. Je pense qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Et je dirais même qu'à un moment, on pourra probablement charger directement des audios vers l'IA Hmm. de ce qu'on vit au jour le jour. Donc pour moi les deux restent valables, mais à très court terme, je dirais quand même que le texte a plus de valeur Hmm. parce que aujourd'hui, tout est déjà là, tout le câblage est déjà là pour charger ton texte Ouais. vers les moteurs d'IA. On va passer à la prochaine. On a fait une demi-heure sur 2 prédictions, il y en a une Ouais, quinzaine. pardon. Non, non, pas du tout. Moi aussi, j'ai tendance à allonger mes réponses. Mais c'est intéressant, on pourra découper de toute façon en plusieurs épisodes si besoin, tu vois, s'il y a des choses à dire, autant les dire. Donc 3, les newsletters personnalisés par IA arrivent. Les créateurs de newsletters vont vendre des abonnements IA personnalisés. Chaque abonné recevra une newsletter générée à la volée selon ses intérêts et son humeur du jour, rendant obsolète le concept de one size fits all. Ça rejoint un peu la prédiction numéro 1 en fait, hein, sur quand on en a parlé des AI First Publishers, où je disais, bon, tu auras ton chatbot qui va t'informer sur l'industrie de la fintech, ou peu importe, chaque jour, ça va s'affiner et s'adapter à tes recherches et à ce dont tu as besoin d'avoir dans ton flux. Qu'est-ce que
tu voulais rebondir sur celle-là aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis super agnostique sur ce sujet parce que il y a énormément de sociétés qui ont essayé de se lancer sur, je veux dire, l'agrégation de news ou, tu vois, les résumés, bien avant l'IA, Mhm. et elles ont toutes échoué, quoi. À plus ou moins grande envergure, hein. Il y a des boîtes qui ont quand même survécu, moins chez nous en Europe, mais aux États-Unis, moi j'en ai vu beaucoup. J'ai rencontré des fondateurs de ces boîtes et tout. Et il n'y a pas vraiment eu un succès de marché où il y a une boîte qui a fini par vraiment sortir du lot, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'on reçoit beaucoup trop d'emails, qu'on n'a pas le temps de les lire, qu'on serait content d'avoir un résumé. Tous les professionnels te disent la veille, c'est infernal, je sais plus distinguer les éléments importants du bruit. Mhm. Tous les signaux vont dans ce sens-là. Il y a quand même des mecs smart, je pense, qui ont bossé sur le sujet, et rien n'a vraiment émergé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 20 ou 30 ans qu'on dit que l'email va mourir et l'email se porte mieux chaque année. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fonctionne pas, quoi? Les boîtes que tu mentionnes, tu peux donner des détails? Qu'est-ce qu'elles faisaient exactement et selon toi, pourquoi elles ont pas réussi à trouver leur product market fit? Non, j'ai plus en tête. Ça fait longtemps que j'ai analysé ça il y a 1 an ou 2, donc j'ai pas en tête le nom des boîtes. Euh, c'était, si tu veux, c'était assez simple. Tu connectais ta boîte mail, il lisait donc tu t'abonnais aux différentes newsletters. Elles arrivent dans ta boîte mail, et puis tu demandais au système de te faire des petits résumés. Mhm. Donc quand il arrivait à essayer plus ou moins de détecter des patterns d'éléments importants, et puis il te faisait un résumé. Un peu pour ceux qui connaissent Snowball, c'est un peu Mhm. le même que le Snowball gratuit. Chaque jour, j'ai l'actu, les 8 dernières ou 10 dernières actus euh, détaillées. Bon, avec l'IA, c'est 1000 fois plus facile et plus précis. Donc je pense qu'il y a des nouveaux acteurs qui ont dû se lancer. On l'a vu aussi dans l'actu quotidienne, Mhm. en fait, vraiment les hot news. Mais on n'a pas vu un usage massif de ça. C'est pas qu'il y a quelqu'un autour de nous qui nous dit, bah oui, moi j'utilise toujours ça. Je comprends. Maintenant, je pense que cette prédiction, elle relève davantage sur le... Elle est intéressante plutôt sur le côté... la newsletter que toi, Vincent, tu recevras, ou que moi, Ronan, je vais recevoir, Mhm. c'est la même newsletter, mais en fait, enfin, c'est le même expéditeur, mais elle sera personnalisée selon moi, mes intérêts et mon humeur du jour, comme dit Mhm. la prédiction. Donc tu vois, c'est là où peut-être que si Oui, tu cliques sur un truc en particulier plusieurs fois sur le sujet, par exemple tout ce qui est... ça existe depuis très longtemps. Je vais te donner 2 exemples. Moi, j'ai travaillé pour deux groupes qui l'appliquaient tel quel. Ok. Donc, groupe Média Rossel en Belgique, qui est donc le plus gros, non, un des 2 plus gros éditeurs de journaux papier et donc aussi de digital pour les francophones. Il faisait ça, donc en fait, c'était simplement du tri, donc l'ordre d'affichage de l'actualité dans ta newsletter en fonction de tes préférences personnelles. C'est-à-dire, je dis, je préfère l'économie que la politique, il met l'économie au-dessus et la politique en dessous. Il n'y a pas besoin d'IA, c'était très très basique. Et donc ça, clairement, il continue de le faire et c'est amélioré grâce à l'IA, et tu vas avoir une finesse de facteur qui est plus élevée. Le deuxième, c'est dans l'e-commerce. Donc, quand j'ai travaillé pour vente privée, Mhm. bah, clairement, il y a beaucoup de ventes qui sont ouvertes, tu sais, beaucoup de ventes privées chaque jour. Bah, donc, inévitablement, on doit à la fois te montrer les ventes qui sont importantes pour toi parce que tu as mentionné explicitement que tu étais intéressé par telle marque ou tel type de produit. Et aussi, et c'est là où tout est compliqué dans l'ambiguïté de l'humain, c'est qu'il faut te faire découvrir des choses Hmm. que tu n'as pas choisies, mais qui vont quand même t'intéresser. Donc clairement, l'IA va améliorer. Moi, j'appelle ça le sorting dans la newsletter. Tu vois, en fait, il y a tous les blocs et il va les mettre de manière différente dans dans ton envoi par rapport à celui de ton voisin. Là où j'y crois moins, c'est d'avoir une personnalisation de contenu par segment utilisateur.
Ça existe depuis très longtemps et tous les gros le font, hein, les Klaviyo et autres le font depuis très très longtemps. Et j'ai pas encore vu d'exemple qui cartonnait vraiment. À suivre. Ouais. Prédiction numéro 4. Les rédactions deviennent des AI Prompt Factories. Les médias embaucheront massivement des prompteurs IA pour générer du contenu à la chaîne, reléguant les journalistes juniors au rang d'opérateurs de prompt. Une fracture générationnelle inédite va se créer, rien que ça. Alors, disclaimer, moi je suis pas du tout... Enfin, je suis moins à l'aise, disons, de parler de tout ce qui est rédaction et journaliste, traitement de l'actu de l'information. C'est un domaine que je connais beaucoup moins et que je maîtrise beaucoup moins que tout ce qui est aspect monétisation et croissance des médias ou des publishers. Mais ça n'en reste pas moins une prédiction qui est intéressante, et j'aimerais beaucoup avoir le point de vue de journaliste, de newsroom aussi, sur cette prédiction. S'il y a des journalistes parmi vous, manifestez-vous dans le chat et je serais ravi de vous donner la parole, enfin de lire votre commentaire. Qu'est-ce que toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu as des cas d'usage déjà que tu vois certains trucs, puisque tu as travaillé pour la presse aussi, donc... Ouais, mais comme toi, je voudrais pas me prononcer sur la partie vraiment newsroom parce que j'y suis pas vraiment passé. Enfin, j'ai pas travaillé avec les gens qui étaient dedans, donc je pourrais pas donner d'avis. En revanche, bah, on doit tous apprendre à prompter, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est du prompt écrit, demain, ce sera du prompt vocal. C'est pas là du tout la même. Comme on a appris fin des années 90 à faire des recherches sur Google, même si Google s'est amélioré aujourd'hui, si tu sais faire une bonne recherche sur Google, tu es quand même un peu meilleur que celui qui met juste deux mots l'un à la suite de l'autre. Je pense que ça va être encore vrai pour l'IA un petit temps, avant qu'il soit suffisamment malin pour toujours comprendre ce qu'on lui raconte. Donc le prompting, de toute façon, de manière générale, va être important. Je suis quand même pas hyper d'accord avec lui de dire que les journalistes juniors vont ne servir qu'à faire des prompts. Enfin, je l'espère que non, en tout cas pour ce métier-là, parce que moi je vois tant de choses que l'IA ne sait pas faire dans leur métier, et donc j'espère que bon, peut-être que je me trompe parce que je connais pas assez les newsrooms, mais j'espère que les journalistes, peu importe d'ailleurs leur niveau de seniorité, vont plutôt être assistés par l'IA pour faire des trucs chiants je sais pas, de mise en page, de correction grammaticale et autres, où ils avaient déjà des outils, mais j'imagine qu'avec l'IA, ils vont pouvoir aller encore plus vite. Et d'enrichir l'article avec des infos complémentaires ou des détails auxquels ils n'auraient pas pensé. Pour qu'ils puissent vraiment se focaliser sur leur métier, d'aller chercher la bonne info au bon endroit, avec les bonnes personnes, de réaliser des interviews, de croiser les infos intelligemment, de comprendre l'émotion qui est liée à l'actualité, tout ce que l'IA sait pas faire. Donc, bon, je serais beaucoup moins clivant que lui là-dessus. Ok, très bien. On va passer au moyen terme, ce qui nous attend donc de 1 à 2 ans, les mutations qui vont redéfinir l'industrie. Encore une fois, les newsletters, le sujet des newsletters. Donc les newsletters solo, extinction ou transformation. La vague Substack a rendu tout le monde journaliste, mais 80% des newsletters vont chuter par manque de différenciation. Les survivants seront ceux qui construisent une vraie marque média, créent un effet de communauté, développent une monétisation multiniveau. C'est donc la fin du public naïf pour la mise en place pour la place au business média structuré. Alors, je me permets de commencer parce que effectivement, 200% sur le fait qu'il y a trop de news et pas assez de différenciation. Je prends mon cas personnel, je suis abonné à des dizaines, peut-être même je sais pas, une vingtaine, trentaine de Substack, et finalement j'en ouvre et j'en lis assez peu. Donc je pense qu'il y a quand même un phénomène un peu de mode, de se dire je suis sur Substack, je suis sur Beehive, j'ai ma newsletter, etc. Mais il y a très très peu de différenciation, tu vois. Par contre, celles qui arrivent à se différencier, bah, je les ouvre quoi qu'il en coûte, tu vois. Je les attends même et je me dis tiens, qu'est-ce qu'il va me proposer cette semaine. Donc je pense qu'effectivement
Ça va être intéressant de voir s'il y a un peu une bulle ou pas. Maintenant, tout ce qui est bulle, c'est un peu sortir sa boule de cristal et se dire qu'est-ce qui va se passer. On n'en sait rien en fait. Ce qui m'interrogeait aussi pas mal, ou ce qui m'a intéressé pas mal, c'est la petite recommandation des IA, opportunités de rachat. Préparez-vous à acquérir des newsletters en difficulté à prix cassé. Leurs audiences fidèles ont de la valeur, même si le modèle économique ne fonctionne pas. Le problème, c'est que tu vas racheter une news Substack, c'est généralement lié au créateur. Donc, tu vois, ça va être la news de Ronan Pétillon, etc. C'est comme si on te dit demain, tu vas racheter le Joe Rogan podcast. Tu vois, ça peut se faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois, tu peux faire un deal comme Spotify a fait, mais je pense que racheter des newsletters comme ça, très liés à la marque personnelle du créateur, compliqué. Compliqué d'ensuite maintenir la promesse édito de dire bah, tu suis telle personne, ah bah non, finalement, c'est une nouvelle personne. Donc, ouais. Je pense oui, il y a trop de news sur les opportunités de rachat. J'y crois moins. Quel est ton point de vue? Oui, je ne vais pas me prononcer sur le rachat. Le fait qu'il y ait trop de news, c'est clair. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc forcément tout le monde peut être là. En soi, on s'en fout. S'il y a plein de gens qui écrivent et qui écrivent des choses que personne ne lit, c'est leur problème. Je pense que ça changera pas. C'est le médium qui va changer. Et d'autre part, ce que je trouve intéressant, c'est le prisme qu'il y a derrière ça. Donc, il y a des gens qui ont essayé de lancer des newsletters dans le but juste de faire de l'argent. Bon, ceux qui n'y sont pas arrivés, ben, ils vont mourir, ça c'est sûr. Probablement parce que la qualité n'était pas là. Il y a peut-être aussi des gens qui ont essayé de lancer, qui sont restés à une petite échelle parce qu'ils connaissaient pas les codes du marketing. Pour autant, ce qu'ils disent est intéressant, a de la valeur. Et eux, ça pourrait être chouette que dans un nouveau monde de l'IA, ils soient mieux mis en avant, si tu veux. Et donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je rêve quand même d'un monde où on peut écouter tout le monde, où chacun, tu sais, voilà, mon voisin, il aime bien cultiver son potager, il a ses petites astuces de grand-mère, il les partage avec ses deux autres voisins, mais ça s'arrête là. Et c'est un exemple qui peut paraître anodin et peut-être même ridicule pour la plupart des gens qui s'en fichent d'avoir un potager, mais porte ça à l'échelle de l'humanité sur l'ensemble des secteurs d'activité professionnels, non marchands ou autres. Il y a énormément de connaissances qui n'est pas documentée. Et il y a, il y a une il y a une petite lame de fond en ce moment qu'on entend et qui dit que justement la documentation, alors il faut prendre ça vraiment au sens large du terme, hein, la documentation, le knowledge management, comme les Américains l'appellent, va prendre une place beaucoup plus grande dans le monde de demain. Et donc, est-ce que les solos vont encore rédiger une newsletter? Probablement pas, comme ils vont pas non plus ouvrir une chaîne YouTube ou écrire un petit blog, parce qu'en fait, le reach n'est plus suffisamment bon. Il y a trop d'efforts de go-to-market et de marketing à l'échelle de ce qu'ils voudraient partager. En revanche, si on leur donne un moyen technique de fournir cette information-là à la super IA qui connaît tout sur l'humanité, bah, ils auront une voix d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas quel va être le modèle, je ne sais pas comment il pourrait être rémunéré, je ne sais pas comment il pourrait être valorisé ou autre. Pour ça, effectivement, c'est un autre problème énorme. Mais en revanche, j'espère que ça va donner une opportunité à tous ces solos de partager des petites expériences avec le reste du monde, quoi. Et on l'a vu au niveau scientifique, quand les scientifiques ont commencé à pouvoir utiliser des moyens de communication, je parle de ça il y a 100 ans, pour pouvoir échanger, ça a changé le monde de la médecine. Mais sur cet aspect de j'ai des connaissances ou j'ai quelque chose à partager et je le fais de manière ouverte, c'est un peu la promesse du Web 2 en fait, avec tout ce qui est les plateformes sociales. Et puis on a vu là où ça a mené en fait. Encore une fois, on revient au contenu inutile, mais divertissant. Donc il y a des super contenus, par exemple, encore une fois, sur Potager, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais derrière, c'est effectivement qu'est-ce que tu gagnes? Enfin, est-ce que
tu partages parce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu partages parce que derrière tu as envie de monter un business? Ce sont deux choses très différentes. Et finalement, et ça c'est une prédiction qui va venir plus tard, mais les plateformes qui gagnent, entre guillemets, euh, là où les créateurs s'investissent énormément, c'est des plateformes qui sont généreuses avec le partage de revenus. Regarde Facebook, ils disent oui, oui, les médias, venez faire de la vidéo, etc. Tous les médias investissent à fond dans la vidéo, pivot to vidéo, on fait que de la vidéo, etc. Et puis quelques mois plus tard, Facebook dit ouais non en fait on va vous rémunérer que dalle, merci pour l'audience. Et tous les médias ils sont là avec leurs studios, tu vois, dignes des grands studios de télévision, comme des cons à se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et boum, ils se cassent la gueule. Donc c'est, enfin je schématise, ça c'était il y a déjà quelques années, hein. Mais quand tu compares avec YouTube qui est quand même plus généreux sur le partage des revenus, bah tu vois que YouTube, ils ont maintenant des créations, des créateurs de contenu qui prennent le truc vraiment ultra au sérieux et qui sont satisfaits, qui peuvent bâtir des business sur le partage des revenus générés grâce à leur contenu. Donc, ouais, je me suis un peu parti dans tous les sens là, et, surtout qu'on va, on va y revenir dans une prochaine prédiction, mais encore une fois, les plateformes, je trouve, qui respectent pas le travail des créateurs, elles sont dans une position quand même, elles sont dans une position délicate. Et elles peuvent se le permettre. Ils sont pas débiles, hein, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais je pense que les plateformes qui vont émerger comprennent ça de plus en plus et respectent de plus en plus le fait que les créateurs, derrière, ils doivent aussi pouvoir tirer le fruit de leurs efforts. Ouais, tout à fait. Prédiction numéro 6, les médias traditionnels deviennent des parcs à thème de l'information. Alors là, je pense que c'est très à l'américaine, parce que c'est plus parc d'attraction, en fait, de Ouais. l'information. Les rédactions se transformeront en espaces immersifs où le public pourra vivre l'actualité via la réalité augmentée, le gaming et l'IA interactive. Fini la consommation passive de l'information, point d'exclamation. Alors ça, pour moi, c'est assez passionnant. Mais je te laisse rebondir en premier. Oh bah écoute, moi j'ai pas celui-là, il me parle pas Ok. particulièrement. J'aime l'idée, mais j'ai du mal à être sensible à ça, à voir dans quelle direction ça peut aller. J'arrive pas à croiser ça avec d'autres signaux que j'ai pu voir récemment. Donc je suis curieux d'entendre ton point de vue. Le signal le plus fort, c'est New York Times qui, depuis des années, a une rubrique jeu Ouais. qui fonctionne très très bien. Certains d'ailleurs experts et journalistes en rigolent et disent que le New York Times c'est plus un média mais une société de gaming. Cette semaine, on a également vu The Atlantic, donc il y a un autre gros média aux US qui mise sérieusement sur tout ce qui est gamification des médias. Sur LinkedIn également, vous pouvez voir dans votre compte, vous pouvez jouer à des jeux. Donc de plus en plus en fait de médias optent pour cette stratégie. Donc ça c'est juste un pan de cette prédiction, un aspect de cette prédiction. La gamification des médias, c'est ça. Finalement, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas trop nouveau, mais des médias s'y mettent. En France, c'est encore assez lent. Ils bougent assez lentement là-dessus. Donc la prédiction là, elle est intéressante pour moi parce qu'elle va au-delà des jeux. On voit que la prédiction touche aussi sur la réalité augmentée, l'IA interactive. Et ça, j'en parlais également avec Laurent Bourrelli dans le podcast, où il disait, en fait, l'enjeu aujourd'hui pour les médias, c'est de créer, je cite, une expérience au sein d'un écosystème. Et je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer. Est-ce que tu as déjà vu justement ces articles super chiadés sur... c'est peut-être sur New York Times justement où tu scrolles et au fur et à mesure que tu scrolles, tu as des infographies qui sont Ouais. animées. C'est ça l'expérience immersive, mais ça va aller encore plus loin avec la réalité augmentée. Tu vois, tu auras tes lunettes de réalité augmentée, tu seras dans ton média, dans ton métaverse, j'en sais rien. Et je pense que là, il va y avoir vraiment encore une fois, des expériences au sein d'un écosystème. Ouais. Plug le matin et tu peux chatter avec un journaliste avatar en direct. Tu dis ah non ça m'intéresse pas, mais t'as pas tiens passe-moi ton collègue qui traite du sport, comment ça s'est passé, rejoue le but de Messi, etc. Enfin je suis pas un footeux, mais bref vous avez compris l'idée. Je pense que tu vas ce côté immersif, ce côté expérience, ça je suis très bullish dessus et j'ai hâte de voir comment les médias
s'adapter, vont adapter ou vont rejeter cette tendance. Est-ce que ça te parle un peu plus? Est-ce que tu as plus d'idées maintenant sur... Ouais, sur l'interaction, c'est un élément. Tu vois, sur le côté immersif, j'étais un peu perdu. Sur Mhm. l'interaction, c'est hyper clair parce que c'est un gros sujet pour l'instant, euh, bah, tant au niveau SEO qu'au niveau IA. Alors, je vais prendre le niveau SEO parce que depuis le leak suite au procès Google, il y a beaucoup d'acteurs de la communauté SEO qui ont mis en avant la partie de l'algo appelée NavBoost qui analyse les signaux utilisateurs depuis la SERP, donc depuis les résultats organiques, et puis ensuite sur le site web. Donc les clics, le scroll, enfin la navigation en général finalement sur le site. Donc tout le monde est d'accord maintenant pour dire que ces signaux sont ultra importants, qu'ils ont pris de plus en plus de place avec le temps dans le ranking. Et donc, quand on a un blog dans lequel il y avait avant quelques images et un peu de texte, bah, c'est sûr que les signaux, ils sont très légers. Parce que, à part avant, on travaillait uniquement sur le temps passé sur la page ou le taux de rebond. Aujourd'hui, Google visiblement a beaucoup plus de signaux que ça. Donc, si on génère pas des clics et une interaction et que le voisin est meilleur, ben c'est foutu, on a perdu face au voisin. Et là, cette partie interaction, aujourd'hui, elle est enfin faisable grâce à l'IA générative parce que tout le monde peut vibe coder. Alors ça vaut ce que ça vaut. Tout le monde s'emballe en disant que c'est impossible de créer un SaaS en vibe coding. Ok, peut-être, c'est un autre débat. En revanche, créer des micros-outils en vibe coding, ça, c'est certain, c'est démontré, je l'ai fait moi-même, ça fonctionne extrêmement bien. Oui. Donc, faire un petit quiz, faire un petit slider qui fait un petit calcul, aller faire un carrousel avec des images, des vidéos ou des choses comme ça, faire des petits jeux basés sur l'article même. Tout ça, aujourd'hui, c'est complètement possible. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un lien entre la créativité du journaliste, on va dire, qui savait pas coder à la base, mais il a l'idée, il se dit en rédigeant son article, il se dit bah tiens, ça, ce serait vraiment intéressant pour l'expérience utilisateur qu'il puisse réaliser telle interaction. Et aujourd'hui, il sait le faire. Alors qu'avant, bah, il allait pas demander à l'équipe technique de son média de créer ça, c'était impossible. Là, il fait un prompt, il décrit ce qu'il veut, le système lui sort quelque chose et il l'intègre dans sa page comme il aurait fait un embed d'une vidéo YouTube. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est encore sous-exploité compte tenu du fait que les IA de codage, elles existent depuis, je vais dire un an, mais en fait un peu plus. Et on voit encore très peu de gens qui l'ont exploité. Donc c'est pour la partie SEO, je pense que ça a un impact immédiat. Il y a beaucoup de débouchés. Et après, pour la partie IA, bah, tout le monde dit la même chose, c'est qu'ils disent si vous voulez du trafic sur votre site web, bah, forcez l'IA à dire à dire à la personne à qui il répond qu'il faut qu'il consulte le site pour justement réaliser cette interaction. Puisque aujourd'hui, l'IA n'est que, on va dire, texte média, mais n'intègre pas encore vraiment une interaction complète. Il ne crée pas l'outil en HTML qui peut répondre. Peut-être que ça va venir, j'en sais rien. Mais en tout cas, actuellement, on est dans un mode où il affiche du texte, éventuellement une image, et un lien vers la source qui a été utilisée. Donc, si dans le texte qui a été choisi, on dit utilisez le calculateur pour calculer vos frais de notaire, un exemple un peu con, bah, l'utilisateur va avoir envie de cliquer sur la source pour effectivement finaliser son calcul. Et là, on récupère un peu de trafic. Bon, c'est un peu les deux mondes qui vivent, qui se côtoient. Je crois que c'est temporaire. Mais en revanche, bon, à court terme, dans l'évolution du SEO et dans l'évolution du GEO, bah, on est dans ce monde où probablement que pour un an ou deux, ça peut être une bonne tactique euh, pour conserver ses positions. Numéro 7, la grève des créateurs. YouTube, TikTok, Instagram, les algos deviennent imprévisibles, les revenus s'effondrent, les plateformes testent la génération IA à partir de vidéos existantes. Une réaction collective type grève ou syndicat va émerger, surtout chez les créateurs qui ne sont ni petits ni très connus. Le modèle de la creator economy basé sur les plateformes arrive à un point de rupture. Donc là, on est sur
on est sur du moyen terme, 1 à 2 ans. Alors, grève des créateurs de contenu, le mot est fort, il ne faut pas imaginer la grève dans la rue, bien entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça m'a bien, ça m'a fait rigoler. Le sujet est peut-être sérieux, c'est pas rigoler dans le sens je me moque, mais bon, j'ai ma petite idée quand même, mais je te laisse commencer sur ça. Je pense qu'il exagère les choses et que j'y crois pas vraiment. Euh, je crois qu'on arrive quand même, alors pas à 1 an ou 2, peut-être à 5 ans ou plus. On arrive quand même vers la fin d'un modèle, et tu l'as dit avant, d'ultra-dépendance, des très très grosses marques qui dominent un marché, qui ont un monopole, qui décident à qui donne de l'argent, à qui n'en donne pas. Ces monopoles, ça ne tient jamais. Comment ça va se briser, je ne sais pas. Est-ce que c'est nos chers amis de l'Europe qui, à force de taper sur le clou et de monter le montant des amendes, va finir par y arriver? Est-ce que c'est les utilisateurs? J'en sais rien. En tout cas, on sent qu'on approche de la fin d'un certain cycle et donc de certains modèles. D'autre part, le mot grève m'amuse beaucoup. Notamment parce que ils ont annoncé qu'il y avait pour la première fois des protestations sur Minecraft, donc des Ah, OK. utilisateurs. Oui, alors malheureusement j'ai oublié le sujet, donc je sais plus pourquoi ils protestaient. Et donc il y a eu des millions de jeunes qui se sont connectés sur Minecraft et qui ont organisé une manifestation géante Excellent. digitale. Bon, il faudrait retrouver le sujet, je regarderai après, pour protester. Donc ça c'est une chose. D'autre part, on a vu aux États-Unis quand Trump a annoncé que finalement il allait bannir TikTok ad vitam du territoire américain. Bon, ça s'est pas fait, mais peu importe, il y a eu quand même ce moment-là, ce moment de flottement, où les créateurs de contenu ont dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc une partie s'est dirigée vers d'autres plateformes et tout. Et là, eh ben, étonnamment, pourtant le marché est colossal, on n'a pas vu ce mouvement-là. Alors, bon, nous, on l'observe depuis l'Europe, donc peut-être que c'était un micro-mouvement et on n'en a pas entendu parler. Mais j'étais étonné à ce moment de voir que il y a pas une fédération de tous ces créateurs de contenu qui se sont mis ensemble pour protester face justement à ce choix du gouvernement américain de bannir TikTok et donc et à la plateforme qui n'a pas voulu réagir. Alors, je crois de mémoire que le ban a été de courte durée. Je crois Oui, qu'en moins de possible. 24 heures, l'utilisation de VPN aussi aidait beaucoup. Donc, ça a peut-être fait le beurre des, des logiciels VPN. Je ne sais plus exactement, Ouais. j'avais très peu suivi à l'époque. Mais effectivement, c'est intéressant. Et tu vois, le truc de Minecraft, là, c'est pour le coup, pour le coup, ça s'est passé, tu vois. Donc, une grève digitale comme ça, ou une manifestation, un mouvement. Donc, super intéressant. Et surtout de voir que ça vient de la nouvelle génération. Parce que Minecraft, ce sont des personnes quand même beaucoup plus jeunes, je pense, que Ouais. sur les autres plateformes. Alors, moi, mon avis, c'est que bon courage pour fédérer tous ces créateurs. Tu as un créateur, un point de vue, donc si tu en as des millions, tu as des millions de points de vue. Maintenant, sur les plateformes qui vont créer elles-mêmes du contenu IA, et ça, je pense que c'était pas assez bien explicite dans la prédiction, mais je discutais, j'ai un ami qui est dans le... Alors, il galère, forcément, il est dans la musique. Et il essaye d'avoir, pour son album, pour son groupe, il essaye d'avoir des deals avec des labels, etc. Et il me parlait d'un truc, c'était sur Spotify, qui a apparemment embauché des gens en interne pour faire des musiques via IA qui sont ensuite poussées sur la plateforme. Donc t'imagines, c'est génial, quoi. T'es la plateforme, tu produis ta musique, t'as même plus besoin de te prendre la tête avec les créateurs et les artistes. Et en plus, tu fais la promo, donc tu vois, t'as le beurre et l'argent du beurre. Et en fait, j'ai pas eu assez de temps pour faire des recherches parce il m'en a parlé hier. Je suis juste tombé sur un thread sur Reddit et c'était un truc un peu conspiracy theory, tu vois, de théorie du complot sur Spotify qui créent eux-mêmes leur musique. Donc, j'ai pas assez d'infos, je vais pas développer plus. Mais ça, j'y crois pas mal aux plateformes qui vont dire, non, les créateurs, en fait, c'est chiant de gérer des humains, etc. Ils sont relous.
pourquoi pas, on va créer nous-mêmes notre contenu sur les plateformes. Alors il y aura un mix bien entendu, mais je pense qu'il y a un truc, tu vois, qui va se faire. Euh, et il y a un autre producteur ultra célèbre, Timbaland, je sais pas si tu connais aux US, qui a créé, je crois, pareil, j'ai vu juste le titre, donc je vais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il a créé euh, le premier business avec un premier essai de créer un artiste 100% IA. Et le mec, c'est un des plus gros producteurs US de hip-hop, quoi. Et ça fait des années, des décennies qu'il est là. Donc il y a quand même des signaux qui font que, à mon avis, ce qu'on trouve encore aujourd'hui ridicule, se dire mais non, personne va écouter un rappeur IA. Ouais, en fait, tout ce qu'on trouvait ridicule hier, c'est aujourd'hui dans nos vies et parfois pire. Donc ça, j'y crois pas mal. Et les plateformes, dès qu'elles peuvent de façon grappiller, chanter des créateurs, elles s'en privent pas, la majorité. Donc je pense que on, on va y venir, quoi. Clairement, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Et effectivement, je comprends l'aspect, ça va mettre à dos pas mal de créateurs, quoi. Je sais pas si tu suis Gary Vaynerchuk un peu. Ouais, Ouais. ouais. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, mais il a une manière de communiquer qui est assez unique. On accroche ou on n'accroche pas, c'est un autre débat, mais lui, il dit tout le temps, là, il rabâche sans cesse pour l'instant, en ce moment, pardon, qu'il faut que les créateurs ils se mettent à créer leurs propres concurrents IA en fait. T'es un créateur de contenu, bah tu dois créer ton avatar IA qui va prendre ton job en fait, parce que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et pour lui c'est le futur. Euh, et généralement il a quand même une assez bonne vision. Alors à part sur les NFT, il s'est fait pas Ouais, mal ouais. tacler là-dessus. Il avait pas mal poussé les NFT jusqu'à ce que ça s'effondre. Mais en même temps, bon, il disait qu'il y avait des risques, etc. Tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, il va y avoir un mouvement là sur les prochains mois, prochaines années de plus en plus d'avataria. On va trouver ça de plus en plus normal. Et les créateurs, comment ils se positionnent, ça va être compliqué. De là à faire une grève, ouais, je suis moins enthousiaste sur cette prédiction. En parlant d'enthousiasme, TikTok rachète le New York Times pour 50 milliards, rien que ça. TikTok choque l'industrie en rachetant un média prestigieux pour transformer le journalisme en format vertical de 60 secondes. Tous les articles du New York Times deviennent des vidéos courtes avec des journalistes incarnés pour expliquer la géopolitique. Ça marche, les autres médias copient désespérément. Généralement, quand le New York Times fait un truc, tous les autres médias, effectivement, ils essaient de copier parce qu'ils ont tout bon, généralement. Euh, bon, moi, je me permets de commencer sur cette prédiction. Je pense pas que New York Times aimerait se faire racheter par TikTok. Je vois pas l'intérêt de TikTok de racheter un média, surtout américain, et surtout avec les menaces du gouvernement américain de bannir TikTok tous les 4 matins. Donc assez farfelu, je vois pas trop là où il est allé chercher ces choses-là. Maintenant, ce qui est intéressant, je pense que là où il a raison, c'est sur la verticalisation et le raccourcissement, je ne sais pas si on peut dire employer ce mot, mais de l'info. On le voit sur tous les médias d'actu, même en France. Ils ont tous maintenant sur la homepage une partie avec des petites vidéos verticales de 2-3 minutes max pour expliquer une actu. Donc on voit qu'ils reprennent quand même pas mal les codes des réseaux sociaux pour le traitement de l'info. Encore une fois, quelque chose qui nous aurait paru complètement fou il y a encore quelques années. Tu vois, on se serait moqué, on aurait dit mais qu'est-ce qu'ils foutent, c'est un média, c'est scandaleux, pourquoi ils traitent l'actu comme ça. Aujourd'hui, ça nous paraît normal et c'est même une nécessité pour pas mal de gens, justement, pour pas lâcher complètement l'actu, d'avoir ces béquilles d'actu sur lesquelles tu peux te reposer. Maintenant, sur l'aspect rachat, effectivement, je vois pas trop à moins que je rate un truc. Donc, je suis curieux d'avoir ton avis. Non, je pense comme toi qu'il se trompe complètement. Alors, je sais pas s'il connaissait assez l'actualité de ces 6 à 9 derniers mois et il s'en est pas soucié. En tout cas, si tu as lu un peu l'actu sur Trump et TikTok, tu as Ouais, compris que c'était pas possible. En revanche, il y a quand même plein d'éléments qui sont intéressants derrière ça. Si on généralise ce qu'il veut proposer, c'est de dire que les nouvelles marketplaces de contenu sont plus grosses que les anciens acteurs médias.
et que, comme à l'époque, la presse papier s'est fait manger par la presse digitale, aujourd'hui, la presse digitale va se faire manger par un autre acteur. Et probablement que ce sera les marketplaces de contenu. Un YouTube, un TikTok, ils ont forcément beaucoup plus d'argent qu'un New York Times. Même si le New York Times va très bien, je pense que c'est un mauvais exemple qu'il a choisi. En revanche, il y a beaucoup de journaux qui ont vraiment de grosses difficultés financières en ce moment et qui vont forcément mourir. D'autre part, il oublie complètement le fait que ces journaux sont en partie, en fonction des régions, subsidiés par les États et sont très, très politisés. Mmh. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme si on remplaçait le mot TikTok par Chine et le mot Mmh. New York Times par États-Unis. Ça ne marcherait pas. Mais je viens de penser à un truc là, c'est justement ta réflexion qui m'a fait un petit clic là. Trump, il avait pas dit justement on va racheter TikTok juste la Oui, partie oui, américaine. Donc tout à fait. c'est peut-être sur ça qu'il s'est basé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il a mélangé les infos, c'est Ouais. possible. Hmm. C'est dans ses hallucinations. Donc effectivement, pour rappeler le contexte, Trump a dit on va bannir, enfin je vais la faire courte, mais Trump a dit on va bannir TikTok quand il était en guerre contre la Chine et qu'il voulait entamer les négociations commerciales. Donc d'ailleurs, je vous conseille cet excellent film L'Apprenti, là, The Apprentice, qui raconte l'histoire de Trump bien avant qu'il devienne président. Ok. Magique, ça explique tout, pourquoi il en est il est devenu aussi fasciste et, et extrémiste dans ses décisions géopolitiques. Donc c'est vraiment un excellent film. Euh, Quand il est entré dans cette guerre commerciale, pour protéger les États-Unis, hein, dans ce fameux America First, il a dit OK, TikTok va être banni, tout le monde s'est énervé, les Chinois en premier, et on dit bah non, c'est pas possible. Et donc là-dessus, il est revenu sur sa position. On a dit bon, c'est un peu trop drastique. Et il a dit OK, je comprends, mais moi je veux pas que les contenus réalisés par les Américains et l'argent de la publicité américaine finissent sur les comptes de la Chine. En fait, techniquement, c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais bon. Et là, la proposition qui a été faite par l'administration américaine, ça a été de dire, on veut qu'il y ait une entité américaine sur le sol américain qui paye des taxes aux États-Unis, qui possède la moitié, bon, pourquoi, je ne sais rien, mais bon, la moitié de ByteDance, donc ByteDance qui est la société mère de TikTok. Et alors, je connais pas les discussions de couloir, mais il s'avère que j'ai jamais entendu dire que TikTok était contre. On a entendu des tonnes de gens se présenter à cette opportunité d'achat. Alors là, exactement là maintenant, je ne sais pas où ça en est. Je pense que ça fait déjà 3 ou 4 semaines que j'ai pas entendu de nouvelles infos à ce sujet. Donc mon info pourrait être déjà pourrait un peu dater. Mais à la dernière chose que j'ai entendue, ce qui est magique, c'est que c'était Oracle, hein, donc le fournisseur de bases de données, qui se présentait comme un repreneur. Donc, plus rien n'a de sens, si tu veux. Alors évidemment, pour pouvoir reprendre TikTok, bon, même la moitié, je sais plus, je pense qu'il fallait justement, je pense que les 50 milliards, je pense que c'est ça le montant qui était évoqué. Et donc il faut déjà avoir beaucoup d'argent, il faut savoir quoi en faire, il faut s'allier avec un partenaire chinois, bon, qui va pas nécessairement pouvoir échanger facilement les infos. C'est assez fou comme histoire. Enfin, c'est à la Trump. Prédiction numéro 9. Netflix News tue la télé-info. Netflix développera un service d'actualité généré par IA avec des présentateurs virtuels ultra Alors là, réalistes. c'est génial ça. Du coup, l'actu entre-temps. Ouais, exactement. L'actu qui tombe à pic. Les gens préféreront regarder des épisodes d'actualité de 20 minutes scénarisés comme des séries plutôt que les JT barbants. Les chaînes d'infos continues fermeront une par une. Disruption majeure, les annonceurs vont massivement migrer vers Netflix News. Bon, là, je pense que c'est le moment où tu nous parles des micro-dramas, non? Ah oui, également. Alors il y a deux choses. Bon, je vais commencer par les micro-dramas et je vais ça dans ma note de préparation, j'avais mis mais est-ce que le format 20 minutes finalement n'est pas trop long?
puisque on voit, là, on est dans les prédictions moyen terme, et on voit que le taux d'attention des gens ne finit pas de chuter. Tu vois, avant, tu pouvais te poser devant un film d'1 heure et demie tranquille. Après, tu t'es dit, un film d'1 heure et demie, je sais pas, une série de 50 minutes. La série de 50 minutes, c'est quand même long. Et, 20 minutes, non, allez, le format short. Et il y a une plateforme de microdrama qui est en train de cartonner, notamment alors ça vient d'Asie, notamment, je crois, de Chine et d'Inde, plutôt Chine. Et là, ils se sont lancés depuis quelques années aux US, et j'ai plus le nom. Je l'ai partagé dans ma newsletter. Donc, bon instant promo, inscrivez-vous à la newsletter sur mediamoula.com. Et en gros, c'est quoi le microdrama? Ce sont des séries des mini-séries de genre 90 secondes, pensées verticalement, où tu as ton shot de dopamine. Alors, c'est généralement des trucs un peu, tu vois, des histoires un peu d'amour, des amourettes, ou des contenus très légers, quoi. Ça va pas être le bureau des légendes en format court, malheureusement, mais enfin, heureusement. Mais ça va être vraiment du contenu assez... ouais, de la série télé, mais de basse production, entre guillemets, mais une abondance de ce type de contenu, très facile à regarder de partout. T'as pas besoin d'être posé chez toi dans ton canapé, donc tu vois, t'attends chez le médecin, entre deux stations de métro, t'as ton contenu, etc. Tout ça pour dire que, effectivement, la prédiction sur les 20 minutes, je pense que c'est beaucoup trop long. Là-dessus, je pense qu'ils se plantent. Par contre, sur l'autre aspect de l'actu de prédiction, pardon, Netflix News tue la télé d'info, j'avais pas d'avis sur cette prédiction jusqu'à ce que ce matin, j'écoute le podcast que tu as recommandé, donc Tech Co, BFM Tech Co, c'est ça, où ils expliquaient le deal très récent entre TF1 et Netflix en France. Donc ça rejoint quand même pas mal cette thématique, même si c'est pas exactement la prédiction, mais on voit qu'il y a quand même une volonté de Netflix d'aller sur les segments où ils sont pas forts. Donc l'actu, le sport, tout ça, ce sont des choses qui veulent centraliser sur la plateforme. Je suis pas, encore une fois, je suis pas trop expert sur les plateformes de streaming, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Toi, je sais que tu as plus de billes, donc voilà, long monologue, et je te laisse la parole. Non, non, écoute, j'ai pas beaucoup plus à dire. La seule chose que je sais, c'est que Netflix veut absolument grappiller un maximum d'heures de ton quotidien. D'ailleurs, la phrase absolue dans le bouquin de Netflix de Mark Randolph, c'est de dire que son principal concurrent, c'est ton sommeil. Donc c'est à la fois horrible d'un d'un point de vue humain et à la fois intéressant d'un point de vue commercial. Donc là, bah, on est en plein dedans, et je crois que Netflix va la faire à l'envers à TF1. C'est-à-dire que là, ils vont pas prendre le risque de tester eux-mêmes la création d'un studio et de faire de l'actu et tout ça. Ils, ils s'adossent à un partenaire industriel de renom sur le sujet. Ils font un test avec, et une fois que ça fonctionne, ils le remplaceront par n'importe qui, par une société de production, par un avatar IA qui te lira la presse. Et surtout, Netflix, finalement, il faut quand même se souvenir de ça, ils ont gagné la bataille des streamers grâce à la personnalisation. Ça reste leur cœur de métier, en fait. Les algos et la personnalisation. Aujourd'hui, ils ont des équipes tech énormes. Ils pourront tout à fait te sortir tes 20 minutes ou autre, je sais pas, d'actualité, justement. Peut-être que ce sera pour toi et 10 minutes pour moi, d'actualité, ciblé dans les catégories qui m'intéressent, avec l'avatar tel que j'ai envie de le voir. Et je vois pas pourquoi ils auraient besoin de TF1 pour faire ça. Donc là, j'ai mis la news, effectivement, ils vont diffuser les chaînes et contenus TF1 en France dès l'été 2026, dans un an, quoi, en gros. Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est effectivement l'aspect présentateur virtuel ultra réaliste. Et ça, encore une fois, tu vois, il y a 3 mois, j'y croyais pas du tout. Et là, je me dis, bah ouais, en fait, imagine,
je regarde pas les JT, mais je crois qu'il y a le présentateur star en ce moment, c'est Gilles Boulot, non? Je sais pas, sur TF1, en France du moins. Bon, bref, on va prendre Gilles Boulot. On le salue. Imagine, t'as un JT, alors ça revient un peu à la prédiction, tu sais, sur la réalité virtuelle. Imagine, t'as un JT, tu te cales devant le JT, et il analyse là le conflit Israël-Iran. Et tu vois, parfois tu captes pas. Bon bah tu vas pas faire retour en arrière ou tu vas poser peut-être et tu vas regarder sur ton téléphone tu vas te faire une note mentale. Pour faire des recherches. Imagine, tu veux dire, ah, non, non, mais attends, Gilles, avant de passer au prochain sujet, tu peux pas me donner plus d'infos là sur ce qui s'est passé avant la révolution en Iran et pourquoi les États-Unis, tu vois. Et je pense que ça, on va y venir et ça sera absolument génial, quoi. Tu auras ton avatar de news. Alors, il faudra bien entendu être très prudent sur le fact-checking et la vérification des infos. Mais imagine, pareil, sur le podcast Média Moula, j'interviewe quelqu'un et y a un truc que tu captes pas, j'utilise un jargon, tu vois, CPM. Tu dis attends Ronan, t'es gentil, ça veut dire quoi CPM? Là, bim, tu vois, le podcast il s'interrompt automatiquement et mon avatar il t'explique ce que c'est que le CPM, il te fait un lien avec un autre épisode. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est dans ma tête, mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Je sais pas, il doit y avoir des solutions qui existent déjà, mais c'est pareil, tu vois, moi je suis assez frustré. J'essaie toujours de partir de dézoomer, tu vois, et de me dire quelle est ma consommation ou quelle est la consommation des gens qui me ressemblent pas justement. Mais moi, ma consommation de podcast, parfois les moments de frustration, c'est quand il y a un truc que je comprends pas ou un invité il partage pas assez d'infos sur une info qui me paraît intéressante et j'aimerais, tu vois, rebondir parfois. Pas que dans ma tête, rebondir avec l'invité, tu vois. Donc je sais pas comment ça pourrait se matérialiser, mais je pense que ça c'est encore une fois expérience immersive. Tu feras plus que des podcasts de plus de 3 heures alors. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah là, ce sera infini en fait. Ce sera infini parce que Ouais, c'est ton avatar IA qui va aller chercher l'info et qui s'adapte. Donc, mais toi, c'est également une consommation que tu as, ou une frustration que tu as, ou tu t'en fous et t'es prêt à aller faire tes recherches à côté une fois que le podcast il est fini. non, moi je pense que je fais comme toi, c'est-à-dire que quand j'écoute, il y a des éléments qui m'intéressent davantage, je le note et si j'ai du temps ou pas, je vais chercher l'info et je vais creuser le sujet. Mhm. Mais je pense que la majorité des gens ne font pas ça. Ok. Je pense que la majorité des gens, je crois aussi que l'avantage, d'ailleurs on l'a vu avec l'IA générative, et c'est encore sous-utilisé dans le prompting, euh, on a, on s'est aligné au niveau américain. C'est-à-dire que quand tu poses une question à ChatGPT, de base, il n'essaye pas de savoir qui tu es ou quel est ton niveau d'éducation. Donc il te répond avec un niveau assez bas. Donc c'est Mhm. pour ça que tous les SEO te diront ne le prompte surtout pas avec juste une phrase ou deux parce que la sortie va être ultra généraliste, très simplifiée, voire naïve et utiliser un vocabulaire assez peu développé. Et déjà quand tu lui dis juste donne-moi une réponse d'un niveau universitaire, c'est déjà bien Mhm. meilleur. Alors, Mhm. ça reste trop simple, mais ça va déjà mieux. Il va déjà plus dans les détails, il utilise des mots un peu plus relevés. Et donc, de nouveau, pourquoi la télé devrait être un one size fits for all? Ça n'a pas de sens dans le monde dans lequel on est. Il y a des gens qui veulent suivre l'actualité avec un point de détail très, très précis, parce qu'ils la suivent tous les jours, ils connaissent bien le nom des grandes personnalités, des lieux et autres. Et puis il y a plein d'autres gens qui sont moins intéressés ou moins au fait de tout ça et qu'on peut éduquer au fil des discussions, en leur montrant une carte de l'endroit dont on est en train de parler pendant que l'avatar est en train de faire la présentation. Donc, je serais très content de voir enfin ce type de contenu sortir, quoi. Maintenant, je suis assez étonné du timing, pour en revenir au communiqué de presse, je suis assez étonné du timing où Netflix annonce ça pour l'été 2026. Je comprends pas comment ça met autant de temps à sortir. Alors que tout va à une vitesse incroyable. Ouais, Comment c'est c'est vrai. possible d'en avoir pour un an pour faire ça? Tu penses que ce sont des limitations techniques ou des limitations plus on met en place le marketing, on met en place les équipes, on met en place les accords, les deals, etc. Alors, je vais aller à contre-courant, hein, Ronan. Tu sais que, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais je te dirais que, non, je te dirais qu'il n'y a aucune contrainte. Techniquement, c'est pas possible. C'est des flux de données. C'est pas possible qu'il y ait des contraintes techniques. Marketing, bon, Netflix, ils font des OP marketing
sur des périodes beaucoup plus courtes quand ils sortent Hmm. des nouvelles séries. Donc ils ont l'habitude de tout ça, ils réagissent très très vite sur le marché. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc pour moi, soit c'est politisé, Hmm. soit c'est parce qu'en fait Netflix a un autre agenda et que c'est un plan B ce truc-là. Et donc peut-être que entre-temps, ils vont annoncer qu'ils vont pas faire ce deal et qu'ils vont sortir autre chose. Tu sais, ils seraient capables Hmm. d'avoir un autre plan dans un autre pays, peut-être pas Ouais. d'Europe, hein, de tester notamment des avatars IA sur, j'en sais rien moi, la météo et l'horoscope. Je, je pars dans tous les sens, mais et puis à la dernière minute de dire à TF1, non mais en fait, merci, mais on va le faire nous-mêmes. Hmm. Ça se passera certainement pas comme ça, mais il y a un truc qui cloche avec ce timing, ça n'a pas de sens. Bah, écoute, on va creuser le sujet. Ouais, on va le suivre. Tu vois, j'étais pas forcément intéressé par cette news, mais là, ça me chauffe et tu viens de me convaincre de m'y pencher un peu plus. Avant de passer au long terme, de 2 à 5 ans, la prédiction numéro 10, OnlyFans devient la plateforme média dominante. Les créateurs migrent massivement vers OnlyFans, pas pour le contenu adulte, mais parce que c'est la seule plateforme qui rémunère correctement. Les journalistes lancent leur OnlyFans d'actualité payant. Leçon stratégique, OnlyFans prouve qu'un modèle de rémunération généreux attire les créateurs. Étudiez leur système de tips et d'abonnement pour votre propre plateforme. Alors, c'est bien contenu que l'industrie adulte est souvent en avance, très en avance sur les hacks, le marketing, la tech, les techniques de croissance, etc. C'est très facile aussi en tant que marketeur mainstream d'avoir le sourire aux lèvres quand on parle d'OnlyFans et tu vois, de dire ah ouais, c'est du contenu adulte, etc. Je pense que dans cette prédiction, il y a quand même pas mal d'infos qui sont intéressantes à étudier d'un point de vue business. Et encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, mais ce qui m'a plus intéressé dans cette prédiction, c'est le fait que l'IA a trouvé et a souligné le fait que OnlyFans gagne parce que ils sont sur le secteur adulte, mais ils gagnent aussi parce que ils rémunèrent bien les créateurs, quoi. Les créateurs de la plateforme OnlyFans ont vraiment une rémunération apparemment qui est beaucoup plus intéressante que sur d'autres plateformes. Donc le modèle économique, abonnement, plus tips, etc. Moi, j'y crois pas mal pour l'aspect traitement de l'info aussi. Traitement de l'info, alors ça peut être de l'info de divertissement, tu vois, sur une passion, sur un sujet, sur un sport, mais également sur de la politique, sur des sujets très sérieux comme de la géopolitique également. Le seul truc qui me prend un peu la tête en tant que citoyen, citoyen du monde, c'est le fait que, en fait, imagine, tu vas payer pour avoir accès à on prend OnlyFans, mais un compte d'un journaliste qui va partager des opinions que tu trouves intéressantes, etc. Je pense qu'il y a très, 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 très peu de gens qui vont être prêts à payer un journaliste avec lequel ils sont absolument pas d'accord juste pour avoir un bon traitement de l'information. Tu vois, tu peux pas te dire ah oui, je suis l'info si tu regardes que des journaux qui vont dans ta conviction politique ou ta vision du monde. On a tous tendance à le faire, mais c'est bien de confronter aussi. Si t'es de droite, c'est bien de lire un peu des journaux de gauche. Si t'es de gauche, c'est bien aussi de lire un peu des journaux de droite pour schématiser. Donc je pense que oui, c'est intéressant. Maintenant, je pense que bon, c'est déjà le cas avec la presse, mais il y a peut-être un truc qui fait qu'encore une fois, ça va inciter, peut-être, il va y avoir un effet pervers où les journalistes vont être clivants, juste pour être clivants, en mettant de côté un peu le traitement de l'info et la pertinence de l'information qu'ils partagent. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que Ouais, ouais, comment tu vois je les te choses. comprends bien. Euh, je connais assez mal la plateforme et ce monde-là. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement l'histoire a montré que, voilà, que les sites adultes étaient souvent précurseurs d'une série de choses, tant au niveau technologie, hein, puisque finalement le porno, c'est ça qui a lancé le streaming aussi. Donc là, je te rejoins tout à fait. En revanche, bah, comme toujours, il y a eu plus d'argent dans ces secteurs-là que dans d'autres. Bon, malheureusement. Euh, Moi, j'y crois moyen d'aller payer, d'aller faire du micro-paiement en mode tipping sur un simple créateur de contenu par rapport à, je sais pas, un jeu vidéo, un test produit ou autre. Je trouve que c'est pas, certainement en Europe en plus, c'est pas dans nos Hmm. cultures.
En revanche, aux États-Unis, on le voit partout, les Buy Me a Coffee. On le Ouais. voit en dessous des vidéos YouTube, on le voit sur les blogs, on le voit partout. Je crois que ça fonctionne. Je ne sais pas à quelle est l'ampleur, mais je pense que ça fonctionne. C'est beaucoup plus habituel. Leur pouvoir d'achat n'est pas le même non plus, donc pour eux, 1 dollar, ça vaut rien, et donc ils n'ont pas de problème de le faire. Les systèmes de micro-paiement sont aussi en place. Euh, c'est le cas chez nous, mais ça marche moyennement bien. Alors qu'eux, ils en ont beaucoup de systèmes de micro-paiement où tu dois juste appuyer sur le bouton et ça débite directement ta carte. Nous, il faut s'inscrire en 3D Secure pour arriver à payer 1 euro, donc c'est un peu pénible, même si ça s'améliore avec Apple et Google Pay. Donc ça, moyennement. Je vois juste le parallèle avec TikTok. Je comprends pas pourquoi il faudrait une autre plateforme que TikTok. Tu vois, finalement, le OnlyFans version non adulte, c'est TikTok. Des contenus courts, spécifiques, où l'utilisateur peut interagir. Il manque juste le bouton paiement. Donc, si TikTok pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, il Mmh. l'offre. Ouais, après, est-ce qu'ils sont prêts à rémunérer autant les créateurs? C'est ça le. Je connais pas la différence de rémunération, donc ce serait Mmh. vraiment intéressant Mmh. de l'analyser. Tu vois combien tu gagnes par, je sais pas, 100 000 vues sur OnlyFans versus YouTube versus Mmh. TikTok. Mais je Je ne pense sais pas. qu'OnlyFans, c'est que de l'abonnement, en fait, non? J'ai pas le. Oui, oui, mais je sais pas comment ils sont Ouais, rémunérés en fait. ok. Je sais pas. Je sais pas si les gens gagnent que les tips, combien du Mmh. tips est reversé, et ainsi de Mmh. suite. En parlant de tips, il y a un truc qui me vient en tête là. Je suis en train de lire un livre de Jacques Attali sur l'histoire et le futur des médias. Il fait pas mal il a fait pas mal de recherches, notamment sur ce qui se passe en Asie. Alors c'est un livre qui est paru, je crois, en 2021. Mais il y a un passage super intéressant dans lequel il présente un journaliste chinois qui balance son contenu sur les. Tu sais, en Chine, ils ont leur super app, genre WeChat, Line, euh, où en fait tu fais tout. Tu payes ton électricité, tu as tes infos, tu as ton chat, tu fais ton shopping, etc. Et il y a donc une partie de l'app où tu as des journalistes qui envoient leur information, leur contenu, leurs articles. Et le journaliste disait qu'il gagnait, avec certains articles, il était capable de, je crois, mais c'était, il gagnait, je crois, 5 fois plus que ce qu'une pige lui rapporte dans la presse traditionnelle, quoi. Mais juste avec du tipping, juste avec Ah oui, oui. des dons sur WeChat. Donc c'est quand même un modèle. Et encore Ok, une fois, tu vois, journalistes, les journalistes, ils sont pas très confort avec l'idée de parler de rémunération. Tu vois, donc bien sûr. c'est là, en tout cas en Europe, en France, je pense que c'est peut-être un peu moins le cas aux US. Et encore, tu vois, tu peux pas vraiment incentiver une newsroom en leur disant bon les mecs, si ton article il dépasse 1000 vues, t'auras un bonus, tu vois. Enfin, le journaliste, il a pas été dans sa tête. Je pense qu'il réagit pas. C'est pas du tout ce qui va c'est pas ce qui l'a motivé à aller dans une école de journalisme, quoi. Tu vois. Non, a priori pas. Et fort heureusement. Donc ouais, là-dessus à voir. Ça a un côté un peu flippant quand même tout ça. L'aspect je rémunère par rapport aux Ça va performances. influencer le choix du sujet et la manière dont il va aborder le sujet, c'est certain. Exactement, exactement. Inévitable. Prédiction long terme, de 2 à 5 ans, les révolutions qui vont tout changer. Je voulais juste te demander, parce qu'il est 12h30, enfin Ouais, on va peut-être en 13h30. choisir une en Ouais, particulier. ok, très bien. Alors, je vais les énumérer. Les IA deviennent les premiers lecteurs. La data émotionnelle vaut plus que le contenu. Un média 100% IA vendu plus de 100 millions d'euros. Jeff Bezos, on le salue, lance Washington Post as a service. L'Europe crée un Digital Iron Curtain. Prédiction bonus, les quotas de contenu humain. Je te laisse la chance de sélectionner la prédiction. Ok, bah, évidemment, je vais prendre celle qui m'emballe le plus, la numéro 12, hein, la data émotionnelle. C'est Bon, parti. je suis assez convaincu que les autres vont arriver aussi, hein. Bon, il va y avoir des médias 100% IA. Jeff Bezos va forcément continuer à investir dans l'IA Mhm. à travers différents placements ou autres. Enfin, maintenant, il s'est quand même un peu retiré, mais bon. Donc tout ça clairement va arriver. C'est peut-être moins sympa pour l'audience qui écoute. Data émotionnelle, bah, c'est le premier truc qu'on lit d'ailleurs. Moi, je me suis amusé à demander à l'IA ce qui se passerait si l'IA prenait le dessus sur un certain nombre de sujets.
Et il m'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, vous aurez toujours un côté, vous, sous-entendu l'humain, vous aurez toujours un côté émotionnel que nous, on n'arrive pas à avoir. Donc, c'est assez amusant. Et donc, je crois que on a vu ces 20-30 dernières années que tout devient plus clivant. L'IA va accentuer ces clivages pour le bon et le moins bon, malheureusement. Euh, et donc, dans cette idée d'émotion, l'humain va devoir surjouer ses émotions, puisque l'IA n'y arrivera pas en quelque sorte, ou enfin, ce sera faux en tout cas, Hmm. ce sera pas authentique. Et puis on rappelle maintenant, surtout on voit beaucoup d'articles qui rappellent que l'IA n'est absolument pas intelligente, qu'il y a que le mot artificiel qui est juste dans le mot IA, et que on est très loin de l'AGI, et qu'en fait c'est juste un modèle de probabilité qui aligne les mots les uns derrière les autres. Bon, soit, ça c'est un autre débat, mais donc effectivement il n'y a pas d'émotion derrière ça. L'émotion, on peut la capturer dans plein de cas de figure, et je pense qu'elle va reprendre ses lettres de noblesse, euh, où on va aller vers du contenu de qualité qui va justement mettre en avant ses expériences. Et pour moi, expérience dit émotion, c'est la même chose. Enfin, je vois pas comment raconter une expérience sans émotion, ça ferait peu de sens. Il y a beaucoup de contenus qui ont perdu le côté émotionnel au fil du temps. Or, on sait que c'est ça qui excite l'utilisateur. C'est ça qui fait le succès des plateformes comme TikTok Hmm. aujourd'hui, c'est déclencher une émotion, quelle qu'elle soit. On parle de micro-émotion, de micro-moment. Donc ça, j'y crois vraiment. Je pense que l'humain a encore une capacité à aller chercher des émotions qui n'ont pas encore été identifiées aujourd'hui. Ce qui va créer un nouveau monde d'expérience, d'immersion, au-delà de... Ça va forcer l'humain à sortir de sa zone de confort pour aller chercher des nouvelles expériences donc le résultat sera les nouvelles émotions pour se différencier fondamentalement de l'IA. Jusque-là, il n'y avait pas de concurrence, on est entre humains. Et c'est pas qu'il y a des humains qui sont plus empathiques, plus expressifs, moins expressifs. Mais globalement, on est habitué à ce monde-là. Là, avec l'IA qui débarque et qui peut être ultra empathique tout le temps ou ultra négatif tout le temps, là, il va falloir vraiment se différencier et pouvoir faire un mélange d'émotions. Et donc, moi, je crois assez fort à ça. C'est cool. Alors moi, j'aurais également choisi peut-être de discuter avec toi la prédiction numéro 12, plus pour avoir ton aspect, ton avis côté tech. Je vois mal comment, parce que dans la prédiction, là, il y a un petit chapitre nouvelle priorité, développer des outils d'analytics émotionnels et comportementaux. Ça existe déjà, ça? À mon tour, certainement, émotionnel. Je vais dire non, c'est à moitié faux. Je vais prendre un exemple. Hotjar, qui est un peu une plateforme assez connue d'analyse de comportement utilisateur sur les sites internet. Il y a une fonction qui s'appelle Rage Click. Alors, c'est leur système, c'est un algo, hein, c'est pas de l'IA, c'est un algo qui analyse à quel point l'utilisateur est en train de s'énerver sur ta page web. En gros, c'est parce qu'il trouve pas et il clique partout ou il scrolle non-stop. Mhm. Enfin, il aurait un comportement qu'on pourrait assimiler à de la rage parce qu'il n'arrive pas à réaliser une action. Bon, c'est très anecdotique. Donc pour moi, il y a très peu d'analyse émotionnelle actuellement sur les outils digitaux. J'aurais dû, tu vois, challenger la réponse là et lui dire qu'est-ce que tu entends exactement par émotion ou effectivement la data émotionnelle. Alors tout ce qui est first party data, ça revient quand même très souvent dans mes discussions du podcast et même mes discussions off avec les médias qui vendent bah, leur inventaire publicitaire. Forcément, plus vous en savez sur l'audience, plus votre votre affichage publicitaire a de la valeur pour les annonceurs, si on recadre pour les médias qui nous écoutent. Maintenant, quand il dit à l'ère des IA génératives, ce qui aura de la valeur ne sera plus ce que vous publiez, mais ce que vous savez de votre audience. Oui, mais non, parce que si tu veux, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas publier de la pourriture en ligne et puis t'attendre à avoir une bonne audience et des bonnes datas pour à côté revendre cette data à des annonceurs potentiels. Donc là, c'est vrai que tu vois, peut-être que j'ai un peu raté le coche et j'aurais dû plus détailler la prédiction. Mais c'est super intéressant quand même
de voir qu'il a détecté ça. Je vois quand même, il y a quand même pas mal de publishers, et j'en ai fait un post LinkedIn qui développent leur propre stack interne de ciblage publicitaire, donc des Français aussi. Là, récemment, cette semaine d'ailleurs, il y a Augustin du média DC Company, du groupe média DC Company, qui a annoncé ils ont lancé un outil interne à base boosté à l'IA qui permet effectivement de croiser les audiences, la data et potentiellement mieux cibler sur leurs médias par rapport aux intentions, par rapport à ce que t'aimes comme contenu. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui se mettent en place sur ce sujet. Maintenant, si des personnes nous écoutent et qu'effectivement elles ont plus de billes sur ce côté émotionnel, moi ça m'intéresserait d'en savoir plus. Là, je reste un peu sur ma faim. Ouais, on va creuser, hein, de toute Ouais, façon. On en fera une autre séance, mais exact. on va creuser. Les On- gens on- nous diront si ça les intéresse. Exactement. C'est vrai qu'on a dépassé le temps imparti. Bon, il y avait d'autres trucs sympas, mais ouais, effectivement, on pourra l'évoquer dans un autre live. Tu veux prendre quand même 2 minutes là pour parler de ton initiative e-com média, ou tu penses qu'on garde ça pour un prochain épisode? Non, je pense qu'on va le garder pour un Ouais, prochain épisode. En revanche, je vais juste le mentionner parce que je suis pas encore très avancé. ok. Je pars vraiment sur du coup cette data émotionnelle. Il l'appelle comme ça. Voilà, maintenant j'ai le mot, je l'avais pas jusque-là. Maintenant, je sais que ça s'appelle comme ça. J'essaye de capturer des expériences de terrain à travers l'audio. Et plus j'en parle autour de moi, et plus les gens me disent, mais ouais, mais c'est génial. En synchrone, c'est-à-dire je suis dans une conversation et je dis, écoute, excuse-moi, mais si tu peux juste répondre à ma question et j'enregistre ce que tu me dis en direct, et après je l'utiliserai pour nourrir mon IA ou pour m'écrire un petit article de blog, ou en asynchrone, où j'envoie l'info sur WhatsApp et le type me répond 2-3 jours plus tard avec des infos. Je constate que les gens sont très très ouverts par rapport à ça. C'est une super manière, si la question est bien posée et que le contexte est bien fixé, c'est une super manière d'aller capturer de l'info de terrain, que justement on a ce côté émotionnel qui est pas perdu grâce à l'audio. Sinon, par écrit, il y a un côté un peu plus rigoureux qui fait qu'on perd le côté émotionnel. Enfin, on peut le perdre en tout cas pour ceux qui sont moins à l'aise avec la plume. Et ensuite, ben, ce contenu-là, après, moi, je peux le réutiliser dans plein de choses pour faire des posts de médias sociaux, pour faire des articles de blog un peu plus fournis, pour faire un ensemble de questions-réponses dans un podcast, mais qui ne serait pas enregistré d'une traite. Donc, il y a énormément de possibilités. Et une des possibilités, c'est bah, justement celle sur laquelle je travaille, qui est le Substack. Voilà, ça, on en parlera une autre fois parce que sinon, on s'arrête Ouais, jamais. Mais en super tout cas, c'est un intéressant. sujet de dingue. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui pourraient être inspirés par Hmm. toute cette démarche de découverte qu'on va pouvoir faire Hmm. pour de la data émotionnelle. C'est vraiment très, très inspirant. Bah, écoute, Vincent, merci énormément pour ta participation. On échange beaucoup en ce moment, effectivement, sur plein de sujets. Et tu es un très bon sparring partner parce qu'effectivement, tu as une vision à la fois tech, à la fois SEO, à la fois e-com, etc. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On pourra effectivement reproduire le format. J'ai aucune idée là, j'arrive pas à voir s'il y a des gens qui Alors, ont suivi tout le business avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas à tous ceux qui ont manifesté un intérêt. On mettra sur YouTube la vidéo. En petite conclusion quand même, on peut dire que toutes ces prédictions, c'est un peu marche ou crève quand même pour les médias. Mais le côté positif, je pense que tu l'as souligné, et notamment je pense que tu l'as souligné plus que moi, l'humain est excellent à certaines choses, et donc s'il s'adapte en se basant sur ses forces, sur ce que l'IA ne peut pas encore faire, je pense que les changements qui sont brutaux et qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui, il n'y a pas de raison face à ces changements, mais face à notre capacité d'adaptation, d'envisager un futur des médias qui est super intéressant. Et en fait, tout devient média aujourd'hui. Donc, il y a vraiment plein de choses à imaginer, à créer. Je sais que c'est compliqué pour pas mal de publishers en ce moment. Donc, voilà, message d'espoir et de résilience. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais il y a plein de modèles à inventer, il y a plein de choses à faire. Et je suis sûr que on va voir là très prochainement des initiatives
très cool. Et si vous êtes au courant d'initiatives ou si vous faites des choses vous-même qui rejoignent un peu toutes ces prédictions, prenez contact. Voilà, un mot de la fin de ton côté? Merci Ronan pour toute ta préparation, hein. On n'arrive pas là par hasard non plus, donc il fallait beaucoup préparer pour avoir toutes ces discussions, donc c'était super chouette. Oui, je suis comme toi, j'essaie de rester très très positif. Ça va être un gros bouleversement. Peut-être que certains ne vont pas survivre, effectivement. C'est aussi hyper intéressant de voir l'évolution dans laquelle on va aller. Et je crois vraiment que, comme Darwin l'a dit, ceux qui s'adapteront survivront. C'est très très dur, malheureusement, et j'espère pour les autres que ce sera pas trop compliqué. Euh, et il y a une belle adaptation à faire, de retrouver, que l'humain retrouve son sweet spot, l'endroit où vraiment il excelle. Et on s'est un peu perdu là-dedans, dans cette course à la croissance et à la production de contenu à tout va. Alors qu'en fait, je pense que l'humain va pouvoir se recentrer sur ses capacités profondes à faire les choses bien et à partager, à créer le lien avec les autres humains. Et l'IA ne sera qu'une commodité derrière pour faire en sorte que tout ça se déroule sans frustration. Merci encore Vincent et bonne journée et bon week-end d'avance. Merci, à Ciao, bientôt. à plus. Salut.